En juillet 1958, quelque part dans les fichiers de la police de Madrid, il y a une fiche. Je vous la lis, cette fiche. Rarabo Pérez Maurice, né en 1923 de père espagnol et de mère portoricaine. Expulsé de Porto Rico, expulsé de Cuba, installé à Madrid depuis 1950, famille riche et influente. Casier judiciaire, condamnation pour attentat au meurtre. L'intéressé marié et divorcé au bénéfice de son épouse pour avoir entretenu des relations intimes avec sa belle-mère et sa belle-sœur, Porto Rico 1940. Escroquerie au mariage, faux et usage de faux, a soudoyé un faux prêtre et simulé un mariage pour obtenir de la famille d'une jeune fille une dot importante, France 1947. Interpol le recherche pour trafic de drogue et de matériel pornographique, dispose de plusieurs identités, fréquente le Moulin Rouge, soupçonné d'avoir dérobé à une ressortissante anglaise un diamant de 4 carats après l'avoir séduite. Voir à ce sujet note du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Joli palmarès et joli monsieur. Même la photo prise par l'identité judiciaire de Cuba en témoigne. 35 ans, beau, très élégant, un escroc distingué en quelque sorte, mais un escroc en liberté. Bien qu'on sache de quoi il est capable, qu'on connaisse ses fréquentations et ses habitudes, on ne sait pas où il habite. Et rien pour l'instant n'autorise la police espagnole à l'arrêter. Qu'il soit recherché par Interpol, c'est l'affaire d'Interpol. Le criminel ne veut pas s'en mêler. D'ailleurs, on ne peut pas arrêter tout le monde. Et en plus, il n'a tué personne. Il faudrait un motif. Voilà où en sont les choses, le 19 juillet 1958. Rarabo n'est pas le seul dans ce cas. Sa fiche d'or au milieu de centaines d'autres, car malheureusement, il y a plus d'escrocs que de policiers dans le monde, mais cette fiche n'a plus que 4 jours à dormir. Du samedi 19 juillet au mardi 22 juillet 1958. 4 jours bien remplis par celui que la police internationale a surnommé depuis l'homme aux nerfs d'acier. Les dossiers extraordinaires. Samedi 19 juillet 1958. Journée torride à Madrid vers 20h. Don Emilio rentre chez lui épuisé. Il vient de fermer sa boutique après avoir attendu vainement un client. Don Emilio est diamantaire. Il achète, revend et prend en gage surtout les bijoux de valeur. Il lui arrive de prêter beaucoup d'argent sur une émeraude ou un diamant que le propriétaire a rarement les moyens de récupérer un jour. Ce soir, le client, qui s'était annoncé par téléphone, n'est pas venu. L'associé de Don Emilio, Don Félix, a voulu patienter le plus tard possible pour ne pas rater une bonne affaire. Bref, de mauvaise humeur, Don Emilio est rentré tard chez lui. La bonne n'a pas préparé le dîner. Elle épluche en ce moment des haricots dans la cuisine et sa femme est sortie. On sonne à la porte. Don Emilio, de la salle de bain où il se rase en petite tenue, hurle « Paulina, ouvrez !» Paulina, la bonne, lâche ses haricots et va ouvrir la porte. Un inconnu, fort élégant, souriant, demande à voir Don Emilio. C'est le fameux client. Il a été retardé, il s'excuse énormément de se présenter ainsi. Don Emilio, dans le couloir, a entendu, il enfile une robe de chambre et crie « Je n'ai pas le temps de vous recevoir maintenant, je suis occupé. Ça ne fait rien, j'attendrai, je ne suis pas pressé. » Don Emilio tente de se débarrasser de l'intrus. « Écoutez, on ne peut pas discuter comme ça, il faut aller dans mon magasin, revenez lundi. » L'homme se dirige vers la sortie, puis revient doucement sur ses pas. Dans la glace de la salle de bain, Don Emilio le voit sortir un revolver derrière lui. La surprise est telle qu'il ne crie même pas. La balle traverse la nuque et il glisse le long de la baignoire, mort sur le coup. Dans la cuisine, Paulina a entendu le coup de feu. Elle veut sortir en hurlant.
Mais l'homme est déjà sur elle, une main sur sa bouche, et frappant lourdement avec la crosse de son arme. Paulina s'écroule, évanouie. L'homme la repousse du pied dans la cuisine, et il ferme la porte. Le tout a dû prendre 3 minutes. Autour de lui, c'est le silence. Les voisins n'ont rien entendu. Alors il se met à fouiller tout l'appartement. Les vêtements de Don Emilio, le secrétaire, les armoires. Il est dans le salon quand il entend une clé ouvrir la porte d'entrée. D'un bond, il est dans le couloir, juste à temps pour s'incliner devant la femme de Don Emilio, Maria, qui sursaute effrayée. « Mais qui êtes-vous, monsieur ?»« Bonsoir, madame. Je vous ai fait peur. J'attendais votre mari. »« Mais où est la bonne ?»« Un de mes collègues l'a emmenée pour l'interroger. Permettez-moi de me présenter, inspecteur des finances Pérez. J'enquête sur une histoire de trafic d'or et de devises. J'ai quelques questions à poser à votre mari. » « Ah, eh bien, entrez au salon, il ne devrait pas tarder. Vous boirez bien quelque chose ?» La femme de Don Emilio connaît le métier de son mari. Qui sait s'il n'a pas pris trop de risques dans une affaire louche. Il vaut mieux être aimable avec cet inspecteur qui a l'air charmant d'ailleurs. Le faux inspecteur Pérez prend un fauteuil, se laisse servir à boire, parle de la pluie et du beau temps, quelques minutes, et puis se tait. Nerveuse, Maria met de la musique et tente de relancer la conversation. Une demi-heure passe. Le faux inspecteur est toujours assis dans son fauteuil. Don Emilio est mort dans la salle de bain. Sa femme converse avec l'assassin. Et la bonne est évanouie dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il attend? Rien. Il parle. Il observe Maria. Peut-être a-t-il une petite idée derrière la tête. Soudain, un bruit semble venir de la cuisine. Maria se lève. Qu'est-ce que c'est? Ne bougez pas, s'il vous plaît. Si c'est votre mari qui rentre, j'aimerais l'accueillir moi-même. D'accord? Promettez-moi de rester là. Il se lève et gagne la cuisine. Paulina, la bonne, a repris connaissance et tente de se traîner vers la porte. Il lui enfonce un torchon dans la bouche, mais elle se débat avec une ardeur soudaine. Alors, il prend un couteau sur la table de la cuisine et l'enfonce calmement, juste à l'endroit du cœur, avec une précision remarquable. Paulina ne bouge plus. Il traîne le cadavre dans la petite chambre attenante à la cuisine, le jette sur le lit, ferme la porte et ressort. En passant dans le couloir, il ramasse la douille tombée devant la porte de la salle de bain et retourne au salon. Ce n'était rien, quelqu'un qui passait sur le palier sans doute. De quoi parlions-nous? Et la conversation reprend languissante pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la sonnette de la porte d'entrée retentisse. Le faux inspecteur lève les yeux étonnés. « Votre mari n'a pas de clé? »« Si, bien sûr. Ce doit être le concierge. Il vient tous les soirs à la même heure pour descendre la poubelle. Faites, je vous attends. » Maria va ouvrir la porte, dit quelques mots au concierge, lui remet la poubelle qu'elle prend dans la cuisine, l'homme salue, s'en va, et Maria retourne au salon. Le faux inspecteur lui tourne le dos, il met un disque sur l'électrophone. C'est quand il se retourne pour s'asseoir à nouveau dans son fauteuil qu'il voit les yeux de Maria devenir fixes. Sur son pantalon, à hauteur du genou, s'étale une large tache de sang. Avant qu'il ait eu le temps de se lever, Maria a déjà quitté le salon en courant. Dans la salle de bain, elle découvre le corps de son mari, hurle, et se précipite dans la chambre à coucher, l'assassin sur ses talons. Elle n'arrive pas à refermer la porte sur elle, il est déjà là. La lutte est courte. Brutalement repoussée en arrière d'un coup d'épaule, Maria est projetée au pied du lit. Le tueur la retourne face contre terre, appuie l'arme sur la nuque et tire. Maintenant, il y a 3 morts dans l'appartement. Un dans l'office, un dans la salle de bain et un dans la chambre à coucher. L'homme a repris sa fouille. Argent, montre en or, clé de la maison, clé du magasin. Il n'oublie pas les bijoux sur le corps de Maria, les passeports. Au bout de 2 heures, il a tout visité, pris tout ce qui avait un peu de valeur, et il s'assoit pour réfléchir en buvant un verre de cognac. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'énorme somme d'argent liquide que Don Emilio aurait dû ramener chez lui. Le plan s'écroule. Maurice, l'assassin,
avait téléphoné dans la journée au magasin du Diamantaire pour proposer une transaction importante. Le rendez-vous était pris pour 18 heures après la fermeture des banques. Et il n'est pas venu pensant que Don Emilio ramènerait l'argent chez lui pour le week-end. Mais c'est raté. Il a dû le laisser à son associé ou dans le coffre du magasin. Comment faire? D'abord une mise en scène chez Don Emilio pour mettre la police sur une fausse piste. Maurice enfile ses gants, sort plusieurs verres, les dispose sur le bar, plus ou moins rempli de cognac en barbouillant avec du rouge à lèvres. Il déplace les fauteuils, met un disque de danse sur le pick-up, efface toutes les empreintes qu'il a pu laisser sur le couteau, les meubles, les portes. Tout en travaillant, il fume des cigarettes trouvées dans la maison, de façon à remplir la maison de fumée et les cendriers de mégots. À 4 heures du matin, sa mise en scène est parfaite. Il s'est déroulé chez Don Emilio une surprise partie d'au moins 7 ou 8 personnes. Maurice peut se coucher sur le canapé et dormir. Le nouveau plan qu'il a conçu ne peut se dérouler que lundi. Dimanche matin, 9 heures. L'assassin au nerf d'acier quitte l'appartement en refermant soigneusement la porte à clé. Il a changé de pantalon, mais emporte soigneusement son costume. Il est fait sur mesure et Maurice y tient beaucoup. Pendant qu'il déjeune agréablement, va au cinéma l'après-midi et rentre le soir dans son honorable pension de famille, lundi 21 juillet 1958, Don Félix, l'associé de Don Emilio, se rend à la bijouterie. Comme tous les matins, ils ont rendez-vous devant la boutique à 9 heures pour ouvrir ensemble le lourd rideau métallique qui protège la vitrine. Don Emilio n'est pas là, bien entendu. Don Félix l'attend d'abord en buvant un café, puis se décide à ouvrir seul. Un effort pour décoller le rideau à hauteur de la serrure, et Don Félix passe à l'intérieur. Il cherche la perche qui lui permettra d'ouvrir complètement. Dans son dos, le rideau tombe avec fracas. Toujours aussi élégant, ganté, Maurice le ferme de l'intérieur d'un geste sec et s'approche de Don Félix, paralysé de peur. « Bonjour, monsieur. Pérez, inspecteur des finances. J'aurais quelques questions à vous poser à propos d'un trafic d'or. Oh non, non, ne vous affolez pas. Votre associé est actuellement interrogé par mes services. » « Mais pourquoi avez-vous fermé? Inutile que les clients soient au courant, n'est-ce pas? Voulez-vous avoir l'obligeance de me montrer vos livres et d'ouvrir votre coffre? »« Mais je n'ai pas la clé. C'est mon associé qui l'a. »« Impossible. Voilà son trousseau. » Don Félix examine le trousseau de clés, peureusement. Il ment peut-être. Ce qui est sûr, c'est que son associé n'avait pas la clé, ni sur lui, ni chez lui. Donc, il a dû la cacher ici, quelque part dans le magasin. Mais depuis que Maurice y a pénétré, il a eu le temps de tout fouiller minutieusement, il n'a rien trouvé, alors il s'installe et ordonne. « Va chercher !» Écoutez, j'en ai un double, mais il est chez moi. Laissez-moi téléphoner à ma femme. Allez-y. Don Félix fait le numéro d'un doigt tremblant. Derrière lui, Maurice note mentalement les chiffres. 2, 7, 3, 3, plus qu'un chiffre. Maurice appuie le revolver sur la nuque de Don Félix. Au moment où il forme un 6 sur le cadran, il raccroche et tire en même temps. Cette fois, il a dû réfléchir très vite. Il sait parfaitement que Don Félix est séparé de sa femme. Il vit avec une jeune femme depuis 1 an. Mais où? Maurice n'avait pu déterminer l'adresse. Maintenant, il a le numéro de téléphone. Allô? Bonjour madame, pardon de vous déranger. Je suis un vieux client de Don Félix. Maurice, nous avions rendez-vous ce matin à 9 heures au magasin. Il n'est pas là, la boutique est fermée. Angela est une jeune femme insouciante. Elle pense que Don Félix ne va pas tarder, ou bien Don Emilio. Patientez. Maurice raccroche dépité. S'installe dans le magasin, cherche, empoche quelques babioles qui traînent dans les vitrines. Il est bien évident que tout est dans le coffre. Un coffre solide dans l'arrière-boutique, bêtement fermé. L'ennui, c'est qu'il ne connaît pas Angela.
Il ne sait donc pas comment elle peut réagir. Il ne sait pas non plus si elle a la clé du magasin. Il faut donc l'attirer ici et aviser selon les circonstances. À 10 heures, Maurice rappelle. « J'attends toujours, le magasin est toujours fermé. Je voulais dégager un bijou, c'est urgent. » Écoutez, je vais m'enseigner, revenez dans 1 heure. Parfait. Maurice soulève le rideau de fer. Il est temps de sortir de là. Déjà, quelques clients se sont présentés, étonnés de trouver le magasin fermé. Il les a entendus discuter derrière le rideau. Il sort sans se faire voir, repousse du pied la fermeture métallique et va s'installer tranquillement à la terrasse d'un café, juste en face. Vers 11 heures, il voit arriver la jeune femme. Elle examine la devanture d'un air inquiet. Maurice s'apprête à la suivre, mais c'est elle qui vient vers lui. Elle passe à 10 centimètres de la table où il est installé et demande à téléphoner au bar. Là-bas, dans l'appartement de Don Emilio, la sonnerie du téléphone doit résonner dans un silence total. La jeune femme, perplexe, retourne devant la boutique, sort un trousseau de clés, fait quelques pas, et puis brusquement disparaît par la porte d'un immeuble. Maurice se précipite à sa suite. Son plan s'écroule. Où est-elle passée? Logiquement, elle devait retourner chez elle et Maurice la suivait. Ou bien ouvrir la boutique et Maurice la suivait encore. Mais elle a disparu. Ah, voilà ce que c'est que de ne pas connaître sa victime sur le bout du doigt. L'assassin, resté planté dans le couloir de l'immeuble, guette toutes les portes, tous les bruits. C'est fichu. En effet, la jeune femme a pénétré dans le magasin par une porte de secours dont elle avait la clé. Elle a déjà vu le cadavre de Don Félix. Elle crie, elle ameute l'immeuble. Encore une fois, elle va passer à 10 centimètres du tueur sans le voir, en appelant au secours, sans savoir à quel point elle est passée près de la mort. Et Maurice, lui, n'a plus qu'à disparaître dans la foule. La clé du coffre, c'est la police qui la trouve. Don Emilio, méfiant, l'avait accrochée dans les toilettes du magasin sous un rouleau de papier. Introuvable, même pour Maurice. Le coffre contenait 7 millions et des bijoux en vrac. Maurice, c'est également le nom qu'a retenu la jeune femme. L'homme qui l'a appelé pour l'informer que le magasin était fermé a laissé échapper ce nom. On sort enfin l'affiche d'un dénommé Jarabo Pérez Maurice, que l'on s'accorde à désigner comme le suspect numéro 1 de ce quadruple meurtre en série. Il n'est que 2 heures de l'après-midi, il faut le trouver très vite, de toute façon. La jeune femme n'est pas en sécurité, la police décide de la garder provisoirement. La chasse à l'homme commence. Elle peut durer des mois, des années peut-être, et même si on attrape Maurice, il faut des preuves. Une similitude de nom n'est pas suffisante. Il n'y a pas d'empreinte sur les lieux pour l'instant, et il y a gros à parier qu'on n'en trouvera pas. La jeune femme est un bien maigre témoin. Reconnaître une voix, probablement déformée à partir de quelques mots dans un téléphone. Les policiers savent qu'il y a peu d'espoir, à moins d'une chance extraordinaire. Vous vous doutez bien qu'elle s'est produite. Sans elle, nous n'aurions pas pu vous raconter dans le détail les sinistres exploits de Jarabo Pérez Maurice. À peu près en même temps que la police l'identifie, Maurice quitte sa pension avec ses affaires personnelles. Il a l'intention de s'installer ailleurs, sous une autre identité bien sûr. Remarquez, ce n'est pas un problème pour lui. Je vous l'ai dit, on l'a surnommé l'assassin au nerf d'acier, et vous avez compris pourquoi. Seulement, il est stupide et prétentieux. Il a beau avoir des nerfs d'acier, il est bête et présomptueux. Voyez-vous, la chance de toutes les polices du monde, c'est la plupart du temps l'imbécilité de ces monstres du crime. La fatuité de ces professionnels de la préméditation leur fait commettre les gaffes les plus énormes. Voyez, l'assassin distingué entre dans un pressing. D'un ton mondain, il réclame un nettoyage urgent pour un costume dont il a absolument besoin demain matin sans faute. Et faites attention, j'ai saigné du nez en me boxant avec un mari jaloux. Il y a du sang sur le pantalon et un peu sur la manche. On lui délivre un ticket pour le lendemain mardi à 10 heures, et la propriétaire du pressing trouve bizarre qu'en saignant du nez, on tâche autant un costume et à hauteur du genou en plus. Alors, elle téléphone à la police, décrit l'homme, et la souricière étendue le lendemain matin. Le beau costume sur mesure ne sera jamais nettoyé. Il fait partie des pièces à conviction du procès qui s'est déroulé le 11 février 1959 à Madrid. Jarabo Pérez Maurice, surpris d'être arrêté,
n'a pu nier longtemps. Alors, il a prétendu calmement qu'il avait tué pour l'honneur d'une dame dont les deux diamantaires possédaient le diamant somptueux qu'il ne voulait pas rendre, faisant chanter la dame en question. Théorie insoutenable qu'il maintint quand même en racontant avec force détail son week-end de criminel. C'est lui qui a complaisamment retracé toutes les scènes, tous les gestes, au cours de reconstitutions qui donnèrent le frisson à bien des policiers. Mais j'ai gardé pour la fin le véritable mobile de ces 4 assassinats. Maurice voulait de l'argent, bien sûr, beaucoup d'argent. Et devinez pourquoi faire. Eh bien, pour s'installer à Palma de Majorque, j'ose à peine vous le dire, mais si, pour s'installer à Palma de Majorque en qualité de psychiatre. Oui. Condamné 4 fois pour meurtre à la peine de mort, il n'a pu offrir qu'une seule tête au bourreau. Dans la prison du Carcel de Madrid, il y a une salle sinistre et glacée où l'on dresse le garrot. C'est une perche verticale au milieu de laquelle est fixé un anneau de fer. Le bourreau le place autour du cou du condamné et actionne un levier pour que l'anneau se resserre progressivement. Ainsi est mort, un matin de mai 1959, l'assassin au nerf d'acier, étranglé par un anneau de fer. Les dossiers extraordinaires.